Alors, comme vous le savez, cette table ronde est sur la gestion de crise et les retours d'expérience après la crise. Alors, depuis 3 ans, c'est une banalité de le dire, il y en a eu pas mal. Des crises, la guerre en Ukraine, la pénurie d'énergie, l'inflation, les difficultés d'approvisionnement, la grève contre les réformes des retraites, les cyberattaques, etc. Et j'avais dit ce matin qu'on était dans une situation de permacrise, c'est-à-dire de crise permanente depuis 3 ans. Alors, euh, on a vu que ces crises peuvent être traitées de manière très différente, suivant leur nature, évidemment. Et donc, pour nous expliquer tout ça, j'ai fait appel à des experts de haut niveau, puisqu'il s'agit d'Alexandre Fous, qui est vice-président de Génération Sécurité, qui s'appelait auparavant le Club des jeunes cadres en entreprise. Pierre Grard, qui est donc le président de YES. YES, comme son nom ne l'indique pas, c'est un nom assez compliqué, qui est l'Institut européen d'études en sécurité et sûreté des entreprises. Voilà, et ça se prononce YES. Voilà, qui est un club de réflexion et même d'action, on peut dire, qui réunit des directeurs sécurité. Vient également impromptu, je le remercie vivement, Jean-Michel Nal, qui est directeur sécurité de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et qui, dans un passé plus ou moins récent, a eu à gérer plusieurs crises en tout cas. Et après, vraiment au dernier moment, et je le remercie d'autant plus sincèrement, c'est Nicolas Dubuisson, donc de la société Euclès, qui est directeur technique et sécurité, qui est une société de stockage informatique et qui est une filiale. Enfin, qui est une filiale de DocaPost. Et comme chacun sait, DocaPost est dirigé depuis quelque temps par Guillaume Poupard, le ancien président ou directeur général, pardon, directeur de l'ANSSI, et donc qui est très tourné sur les questions évidemment de sécurité informatique. Mais vous allez nous parler d'une crise que vous avez gérée. Alors, merci vraiment à tous les quatre d'être là. Alors, excusez-moi aussi pour cette table ronde qui va être un peu impromptue, puisqu'on n'a vraiment rien eu le temps de répéter. Mais ça fait partie du charme de ce genre d'animation. Alors, je vais vous demander tout simplement de me dire, vous par exemple, Jean-Michel Nal, quelle crise vous avez gérée? Oui, bah écoutez, c'est un plaisir J'avais prévu d'être à votre place. C'est un plaisir vous voyez, finalement c'est de me pas mal aussi retrouver. de ce côté-là. Hein. On est bien assis, c'est vrai, c'est confortable. Vous Oui, avez de l'eau si vous voulez aussi. oui, en fait, je me suis proposé en entendant qu'on était en train de gérer une crise, faute de l'absence de conférencier, parce que j'ai un témoignage qui peut être effectivement intéressant et qui est finalement au cœur du thème de cet après-midi. Comment gérer un retour d'expérience après une crise? Rappelez-vous, 13 novembre 2015, on avait cette crise terrible du Bataclan. Il y en a une qui suit, merci beaucoup. Voilà, donc le 13 novembre 2015. 13 novembre 2015, voilà, le Bataclan, c'était cet attentat terrible que nous avons tous en tête. Et je vais faire le lien entre cet attentat de 13 novembre 2015 avec celui du 3 février 2017, que peut-être vous n'avez pas en tête parce qu'il a été moins médiatisé, mais il s'agit d'une attaque au carrousel du Louvre d'une patrouille sentinelle par un forcené armé d'une machette qui a blessé un des soldats et les soldats ont riposté et l'ont abattu. Voilà, enfin l'ont neutralisé, on va dire, puisqu'il n'a pas été, il est sorti indemne de cet attentat. Voilà, donc un témoignage très rapide. Alors, je ne sais pas
peut-être pas monopoliser la parole, mais en fait, l'intérêt, c'est un témoignage. Voilà. Et après, j'aurai trois conclusions. 13 novembre 2015, alors, en quoi je suis concerné par ces deux attentats? Dans une autre vie, j'étais colonel de l'armée de terre et j'ai eu l'occasion, à 2 reprises, d'être en charge de l'action Sentinelle à Paris. Donc à Paris, vous avez 3500 soldats, un CO qui est à Saint-Germain-en-Laye, qui pilote l'action de ces 3500 soldats. Et la première fois que j'ai été envoyé dans cette mission Sentinelle, c'était un coup de chance. Dans le même état-major que moi, il y avait le colonel qui avait géré le Bataclan. Donc il m'a dit, Jean-Michel, ne t'inquiète pas, tu vas arriver, on a passé 2 mois à faire du retour d'expérience, et tu vas arriver, il y a une procédure de crise qui est extraordinaire. Tu vois, il y a PowerPoint, tu appuies sur des boutons, il y a des liens, c'est automatique, c'est formidable. J'ai dit, formidable. Me voilà arrivé à Saint-Germain-en-Laye, je prends mes fonctions, je m'installe. Au bout de quelques jours, je dis, bon, la procédure de crise, elle est où? Et tout le monde me regarde avec des grands yeux, la procédure de crise. La procédure de crise qu'on a fait après le Bataclan. Et il faut savoir que Sentinelle, tous les 2 mois, vous avez l'état-major qui est renouvelé par des personnels qui prennent la mission pendant 2 mois. Donc c'était écoulé à peu près 1 an et demi. Et la procédure de crise n'existe plus, avait disparu du radar. J'y reviendrai en conclusion en vous expliquant pourquoi. Alors j'ai dit, bon, qu'à cela ne tienne, on va faire un peu de spéléologie, on va retrouver la procédure de crise que j'ai retrouvée, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus, et puis j'ai quitté la mission. J'y reviens à peu près 8 mois plus tard, et je dis, elle est où la procédure de crise que j'avais commencé à ressusciter, et même regard d'incompréhension, elle avait replongé à nouveau. Donc cette fois-ci, je me fâche, je sors de la procédure de crise, je passe tout mon temps, mes jours, mes nuits, à monter cette procédure de crise. Et bien m'en a pris, puisque à quelques jours de mon départ, l'attentat du Louvre dont je viens de vous parler, et j'étais en train de boire un café, on vient me chercher, mon colonel, ouverture du feu au Louvre, j'arrive dans le CO, panique indescriptible, le général était là, chez l'état-major, tout le monde hurlait, j'ai pris le micro, et c'est réel ce que je viens de vous dire, j'ai dit, procédure de crise. Immédiatement, la cohue s'est interrompue. Tout le monde s'est dit, ah oui, c'est vrai, ma fiche de tâche s'est levée, a changé de poste de travail, à récupérer où est ma fiche de tâche. Beaucoup de gens changeaient de fonction entre le temps ordinaire et le temps de crise. J'ai dit, cascade téléphonique. Les mecs ont dit, ah oui, c'est vrai, la crise, elle commence par la cascade téléphonique qui va rappeler tout le monde au PC. Et j'ai dit au général, mon général, écoutez, j'arrive de la salle café, je ne sais pas ce qui se passe, je vous rends compte. Et il a eu l'intelligence de me dire, très bien, l'autorité est sortie et m'a laissé gérer. Et donc ça s'est très bien passé. Je ne vais pas me jeter des fleurs, mais depuis, c'est un retour d'expérience qu'on enseigne dans les états-majors comme étant une bonne pratique. Et j'y reviendrai si on a l'occasion de m'en donner la parole. Oui, je vais vous repasser la parole après pour que vous nous parliez des retours d'expérience. Prenez la parole à votre tour. Vous avez géré une crise qui était d'une toute autre nature, je crois. Et attention au tapis, il ne faut pas se prendre les pieds. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la crise que vous avez gérée et les retours que vous avez faits? Oui, alors du coup, alors c'est vrai que c'est un tout autre sujet, hein, on n'est pas sur une crise oui, mais c'est ça qui est intéressant. Donc nous, au Class Solutions, on est vraiment éditeur de solutions, et en l'occurrence, on a une solution de cyber-sauvegarde. Donc on fait de la sauvegarde protégée contre les attaques cyber, avec une sauvegarde en mode déconnecté, sans intervention humaine, jusqu'à 2 copies déconnectées, et on fait de la copie sur des médias par alternance. Donc, ce qui assure, on va dire, la remontée d'informations est assurée de manière sûre, puisque de toute façon, même avec un ransomware actif, cette donnée qui est déconnectée, on peut de toute façon la remonter sur le système d'information. Donc voilà, donc moi c'était plus une crise comme ça qu'on a gérée, puisque en tant qu'éditeur de cette solution, on a fourni cet appareil donc via un de nos partenaires à un client final qui lui a subi une attaque, une cyberattaque. Donc il s'est fait, donc c'était un expert comptable qui avait un serveur chez lui, on-premise, avec un logiciel le logiciel de comptabilité installé dessus, 150 bases de données de ses clients installées sur ce serveur-là. Le serveur a subi l'attaque. Le serveur était
complètement indisponible, c'est-à-dire que tout était rançonné, les bases de données ainsi que le système, donc même le serveur ne redémarrait plus. Et en fait, notre système de sauvegarde, on fait de la sauvegarde ce qu'on appelle en mode image. Donc on avait imagé le serveur et on faisait cette image de serveur régulièrement. Donc, quand il s'est fait rançonner, il nous a appelés. Et nous, donc, c'est compris dans l'appliance, c'est-à-dire que nous, on accompagne notre client final sur la remontée de ces données. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il nous a appelés, il était en panique. C'était le moment des payes. Il fallait qu'il sorte toutes les payes pour tous ses clients. Évidemment, ça tombe toujours quand il ne faut pas. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était fin de mois, c'était les payes. Il se faisait appeler 10 fois dans la journée. Le logiciel ne tournait pas. On a dit, mais ne vous inquiétez pas, nous avons la donnée. Et donc, du coup, on a mis en place la procédure de restauration de son serveur. Donc, on a remonté la dernière image présente sur le tanker de son serveur. Et ça lui a permis de pouvoir redémarrer son activité. On a mis, alors c'est toujours pareil, il y avait 1 Tera 5 de données à remonter. Donc, on a mis 4 heures, 5 heures, entre 4 et 5 heures à remonter toute la donnée. Mais en tout cas, il est reparti. Il a pu livrer les payes à temps. Et il a pu répondre à sa clientèle. Voilà. Honnêtement, quand on a, c'est pas le même genre de crise, mais non, pas du tout. Mais c'est très intéressant parce que ça arrive aussi tous les jours. Voilà. Et les personnes dans les qui entreprises. les personnes qui les subissent, du coup, c'est tout de suite, l'impact est immédiat et donc du coup il y a un impact psychologique. Voilà, la personne nous a appelé, elle se voyait fermée, hein. Elle se voyait, elle avait tout perdu. Donc c'était vraiment la fin de son activité pour elle et on lui a permis de repartir en un minimum de temps. Donc c'est une success story pour nous. Merci. Vous interviendrez tout à l'heure pour me dire un petit peu les conclusions que vous avez tirées de cet épisode. Alors, Alexandre Fousle, vous, est-ce que vous avez connu des crises de genre, enfin de genre, non, pas Sentinelle, mais est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience sur des crises que vous avez vécues ? Ce qui est assez intéressant, c'est que j'en ai vécu une avec vous là il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc, vous voulez dire il y a 2 minutes de trouver les intervenants ? Oui, mais c'en est une. Hein. Est-ce que la conférence est dégradée d'une certaine manière ? Oui. Est-ce qu'on arrive à maintenir l'activité ? Oui. Et chose aussi intéressante, c'est qu'il s'avère que j'étais au Louvre également, pas dans mes activités, mais en tant que visiteur le jour de cet attentat. Sur les aspects de crise, ça a été effectivement une partie de mes activités pendant un certain nombre d'années. Je continue également à réaliser un certain nombre de missions. Hein. Ça va de l'audit jusqu'à des programmes complets donc de résilience informatique ou de résilience d'activité. Et par rapport à ces phénomènes, disons, on va dire la crise au sens général, ce qui à chaque fois est assez intéressant, c'est qu'il n'y a jamais une seule situation qui va se ressembler. Ce qui va par contre se ressembler, c'est les erreurs. C'est le rapport notamment à ce qu'on appelle les biais cognitifs, une tendance à considérer que ce qu'on a vécu se reproduira. Donc sur le principe de Murphy est peut-être réaliste, mais d'un point de vue pratico-pratique, la ressemblance des crises est assez difficile. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'une crise pour une structure peut devenir finalement quelque chose d'assez commun. Prendre un exemple, la SNCF est tout le temps en crise. Un train qui est en retard, une panne, la crise est leur mode de fonctionnement. Du coup, est-ce que c'est de la crise ? La réponse est plutôt non. Ce que vit Total actuellement avec un blocage, est-ce que c'est la crise ? Je dirais que dans une période très compliquée de plusieurs mois, ça devient la situation nominale. D'un point de vue pratico-pratique, actuellement, c'est une crise à part entière. Là-dessus, maintenant, c'est ça sur lequel j'ai toujours eu des difficultés aujourd'hui, sur lequel il faut travailler. Comme vous le disiez, sur le retour d'expérience, il y a déjà beaucoup à apprendre d'où ça vient. C'est que la majorité de ces méthodes ou de ces logiques de fonctionnement, notamment du RETEX, vient de l'armée. Hein. Faut rappeler ça. On appelle ça le REX ou le RETEX en fonction. Et il y a une approche de finalement pragmatique, voire quasiment cynique, de se départir du biais cognitif. Ce qui est quand même très difficile aujourd'hui dans des sociétés où l'émotion a gagné quand même beaucoup de parts de marché.
si on peut se permettre de parler comme ça. Et on arrive finalement tous avec un certain nombre de manières de réfléchir. Et dès le départ, dans la majorité des retours d'expérience qui m'ont été demandés de faire, les méthodes de travail par lesquelles on va amener l'expérience, les personnes qui vont participer finalement à ce retour d'expérience, les modalités, le rapport à l'objectivité, on va se rendre compte que dès le départ, on peut concrètement mettre tout ce qui va faire qu'un retour d'expérience va concrètement foirer. Parce que la question, c'est est-ce qu'on en fait un moyen, un objectif. Pour beaucoup de sites, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, pour beaucoup d'entreprises, finalement, ça fait partie des cadres. On a une crise, on a fait de la crise, on a fait de la continuité, de la reprise, et puis maintenant, il faut faire du retour d'expérience. Bon, sur le principe, c'est très bien, mais c'est un peu plus que uniquement une approche normative. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que j'y vois souvent une logique normative. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Par contre, est-ce que le moyen est véritablement réfléchi ? La réponse est non. Et c'est une des difficultés à prendre en considération, c'est que dès le départ, toute cette mécanique de qui y va, pourquoi et comment va teinter ce qu'on va en faire. Et on confond toujours le moyen avec l'objectif, et souvent on se rend compte que ce qui leur sort, c'est des documents qui vont finalement crever, qui ne vont pas être utilisés, ou soit ça flatte, soit ça ne remonte finalement que des éléments de consensus pour rassurer concrètement des dirigeants. Et c'est là où tout le travail est complexe. C'est que souvent on se rend compte que le retour d'expérience démontre que de toute façon on pouvait rien y faire. Et que même, est-ce que très clairement c'est grave ? C'est ça aussi une des difficultés, c'est que souvent dans cette manière d'approcher le retour d'expérience, on sait qu'on va remettre en cause une grande partie de l'organisation des structures. Donc le retour d'expérience, son cœur de sujet, c'est de manière assez pragmatique et en dehors de toute la logique émotionnelle et politique d'entreprise et de carrière, c'est de remettre à plat les difficultés. Et ça veut dire que chacun doit, c'est une logique aussi d'éthique personnelle, c'est une logique aussi d'intégrité professionnelle, et on arrive dans quelque chose qui est quand même particulièrement complexe. Et cette difficulté, très clairement, il n'y a pas beaucoup de manières de le voir. C'est que le responsable finalement de ce retour d'expérience doit finalement n'avoir rien à perdre. C'est-à-dire que lui doit se dire que tout ce qui ressortira doit sentir la sincérité et l'être complètement. Et si vous voulez un exemple, à mon sens, de ce qui est parfaitement l'exemple de ce qu'une crise doit être en termes de retour d'expérience, je vous engagerai à aller voir Netflix, la série Formula One, qui montre à chaque fois, ou en tout cas de manière régulière, il y a d'ailleurs des rushs que vous pouvez aller voir sur Internet, qui, au moment de crash, qualification, test ou après course, vous avez toute l'équipe, les directeurs techniques, le patron finalement de l'écurie, les ingénieurs, vous avez la totalité, ils sont tous ensemble et ils sont dans un silence excessivement respectueux, enfermés chacun dans une bulle, ils ne communiquent que par casque, et chacun apporte factuellement sa vision. Et là où c'est très intéressant, c'est même finalement les pilotes qui sont les principaux, on pourrait penser les principaux artisans de la victoire ou de la défaite, respectent cette manière de réfléchir, et on ne considère pas que leur parole est prépondérante. Et justement parce que même en tant que chauffeur, en tant que pilote, ils ont leur propre biais cognitif, leur mentalité, leur psychologie qui impacte forcément le ressenti qu'ils ont dans la voiture. Et donc je vous engagerai à regarder ça. Et en tout cas, moi, ça a été une révélation assez forte il y a quelques années sur la manière dont je pouvais, dans la construction de ces retours d'expérience, considérer que le retour d'expérience est un exercice à part entière et qui a ses codes. Et son code, c'est bien le moyen et pas l'objectif. Voilà. Merci. Alors Pierre Grard, vous présidez une association qui regroupe des directeurs sécurité qui ont, moi j'ai assisté à quelques réunions qui parlent quelquefois de leur crise justement et qui font des retours d'expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce qui s'est dit ou de ce que vous tirez comme conclusion de tous ces épisodes que vous avez vécus par les témoignages de vos adhérents? Oui, alors je ne vais pas parler de ce qu'on fait ou dit les membres de Yes, puisque je ne les ai pas consultés auparavant pour savoir s'ils avaient si j'avais l'autorisation d'exprimer. Oui. Je parlerai de 2 retours d'expérience personnels, mais je voudrais revenir sur la notion de crise. Étymologiquement, le mot crise a 2 sens. Ça veut dire décider et ça veut dire choisir.
Et déjà, quand on a pris ces deux mots-là, on a déjà quasiment tout compris. En fait, c'est souvent le directeur sûreté sécurité qui est confronté à un premier problème de crise. Quelle que soit la nature de la crise au sein de l'entreprise, il est directement en première ligne. Et dans cette première ligne, il a à décider et à choisir la stratégie. Par contre, derrière, la problématique, c'est de savoir qui s'exprime. Et on rentre dans un deuxième sujet qui est la notion de communication de crise. Et dans une véritable communication de crise, il n'y en a qu'un qui cause. Et ce n'est pas le directeur sécurité. Surtout pas. C'est certainement pas non plus le directeur de la com. C'est quelqu'un d'autre dans l'entreprise qui n'est pas impliqué à la fois dans le traitement de la crise ou dans la communication de la crise, ce qui va permettre d'avoir un langage qui est neutre. Donc déjà, ça, c'est un élément important à prendre en considération dans l'approche même de la crise. Alors, le directeur sûreté sécurité a pour mission de construire des plans de continuité d'activité en cas de sinistre X, Y, Z. Et souvent, c'est le sinistre après incendie, c'est le sinistre après vol, cambriolage, acte de malveillance, c'est le sinistre après acte de cyber et ainsi de suite. Mais globalement, son rôle, c'est de construire le plan de continuité d'activité. Comment on va faire pour continuer à mener l'activité, parce que l'activité est cruciale pour l'entreprise. En dehors de ce plan, de ce PCA, plan de continuité d'activité, il y a un plan de reprise d'activité, qui est une nuance. Parce que la reprise d'activité, c'est par rapport à des tiers extérieurs, clients et autres. Et l'une des principales crises qui a marqué les derniers mois, les dernières années, c'est la crise Covid. Tout le monde était prêt à une crise temporellement courte. Personne n'a été prêt à une crise temporellement longue. J'ai en mémoire, dans le domaine de la grande distribution, par exemple, ils étaient prêts à gérer une crise temporaire courte, mais certainement pas à gérer une crise longue. Au niveau des appros, au niveau de la gestion des commerces, et ainsi de suite, ça a été une vraie problématique. C'est un exemple. Alors je vais revenir, moi, sur un retour d'expérience personnelle. Je vais essayer de la faire courte parce que ça s'est passé de façon relativement longue. Mais je vais essayer de raccourcir, pardonnez-moi si quelquefois je fais des coupures rapides. 22 décembre 2005. Donc on est juste avant Noël. Dans l'entreprise dans laquelle je travaille, bien entendu, la plupart des cadres sont partis, ils sont en vacances avec leur famille et ils préparent Noël. Moi, je suis dans mon entreprise en tant que patron de la sécurité et on m'appelle, Pierre, il y a un problème, la salle informatique vient de partir en alarme incendie. Donc on descend à la salle informatique, tout avait... on me dit tu peux pas rentrer, il y a eu l'utilisation du gaz, tu peux pas rentrer. Écoutez, moi je rentre, si les agents veulent pas me suivre, mais moi il faut que j'aille voir à l'intérieur s'il n'y a pas quelqu'un qui est tombé au champ de bataille entre guillemets. Donc j'ouvre les portes, je fais ouvrir la deuxième porte issue de secours de façon à ventiler le maximum, et je rentre. Je retiens mon souffle, bien évidemment. Je constate qu'il n'y a personne à l'intérieur, je ressors. Tout avait explosé à l'intérieur, c'est-à-dire le faux plafond, le faux plancher. Les serveurs continuent à tourner. Bon, ma foi, pas de feu, pas de risque particulier, pas d'incident. Tout va bien. Sauf que l'analyse qui a été menée, c'est qu'un des techniciens qui a travaillé sur une colonne verticale d'alimentation électrique de l'ensemble de la chaîne, a voulu décolsonner un groupe de câbles et a donné un coup de pince dans un câble qui gérait
la variation de la climatisation de la salle informatique. La climatisation est montée en température et le fréon a explosé. Tout le fréon s'est dégagé dans l'ensemble de la salle, le fréon de refroidissement du cycle de clim. Le fréon s'étant dégagé dans la salle, les capteurs incendie ont détecté le fréon et parti l'extinction automatique. En faisant partir l'extinction automatique, le faux plancher, le faux plafond est parti et toute la poussière s'est répandue dans l'ensemble de la salle informatique. 22 décembre, on partait sur les payes de 52 000 collaborateurs à travers le monde. La poussière tombe sur l'ensemble des serveurs, les serveurs tombent les uns après les autres. 22 décembre, essayer de trouver du stock de serveurs, pas la peine. Essayer de trouver du remplacement de gaz pour remettre en service, pas la peine. Donc, crise totale. J'avertis bien entendu mon PDG. Et partant de là, j'avais déjà commencé à l'avertir de la situation, le service informatique a pris la main. Et moi, j'ai géré la sécurité incendie du site. Finalement, tout s'est bien passé, entre guillemets, mais une petite erreur humaine incontrôlable au départ a amené quelque chose qui aurait pu être catastrophique. C'est ce que j'appelle véritablement une situation anormale dans une entreprise qui amène une prise de décision et un choix à faire. Est-ce qu'il fallait communiquer avec l'ensemble des collaborateurs qu'on avait un véritable pépin ou pas? La réponse a été non, on ne communique pas. On gère en interne la problématique technique qui s'est posée. Ça a duré 3 mois pour remettre l'ensemble de la salle informatique en état. Donc, ces exemples-là, c'est simplement pour vous dire que le retour d'expérience, il n'est pas quelque chose qui peut être écrit à l'avance. On est dans le vécu. Et on peut avoir un incident de quelqu'un qui a une attaque à la machette sur un collaborateur. On peut avoir une problématique dans un commerce où il y a brutalement une attaque. Tout peut se passer. En fait, vous avez, dans le retour d'expérience, dans l'analyse du moment, un choix à faire et une décision à prendre sur la façon dont vous allez amener la protection de l'entreprise. Parce que ce qui compte, c'est protéger l'entreprise, protéger les collaborateurs. Bien évidemment, quand je parle de l'entreprise, c'est l'ensemble de son corpus. Mais le côté important de l'approche, c'est de se dire qu'il faut rester extrêmement humble par rapport à la problématique de la crise, entre guillemets, qui peut se passer. Vous n'êtes à l'abri d'aucune erreur possible d'appréciation. Et admettre ça dans l'entreprise, c'est déjà un grand point parce que les décideurs, en tout cas le directeur sûreté sécurité, c'est un être humain. Merci pour ce témoignage. Jean-Michel Nal, vous avez été partie prenante de crises graves. Quel retour d'expérience, quelle conclusion vous tirez de ce que vous avez pu vivre? Alors, oui, il ne s'agit pas uniquement de vous raconter ma vie, mais bien de réfléchir et de tirer des axes de conclusion. Alors, finalement 2 retours d'expérience. Alors, juste pour rebondir sur ce qui a été dit, les armées ont un processus de retour d'expérience. C'est-à-dire que c'est organisé, il y a des experts, et quoi qu'il arrive quelque part dans le monde qui se passe mal, on a des bureaux qui étudient qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, et qui sortent des modifications au règlement, à la doctrine, au matériel. Et ça, c'est un processus permanent et vertueux, évidemment. Donc, mais ça, c'est organisé de manière très, très rationnelle dans les armées. C'est un savoir-faire. Alors, un rétex raté et un rétex réussi. Le rétex raté, c'est celui du Bataclan. Pourquoi? Le jour où je suis rentré à l'état-major, il y aurait eu un Bataclan bis, on n'était pas prêt. Pourquoi? Le Bataclan, les grands enseignements qui en ont été tirés, c'est d'abord, on n'arrivait pas à avoir l'information. Au PC à Saint-Germain-en-Laye, entre le soldat sur le terrain et le PC, vous avez, premier niveau, c'est le chef de groupe
qui commande 10 hommes, qui lui doit avoir l'information de son soldat à qui il vient d'arriver quelque chose. Il rend compte à son lieutenant qui commande une section, 30 personnes, qui doit comprendre ce qui se passe, qui rend compte à son capitaine qui commande 150 personnes, qui doit comprendre ce qui se passe, qui rend compte à un PC régiment. Paris est coupé en 4 zones, un régiment est dans chaque zone. Et ce chef de corps, une fois qu'il a compris, il rend compte à l'état-major zonal. Donc vous imaginez bien qu'entre le jeune qui est à l'entrée du Bataclan, qui entend tirer, qui dit qu'est-ce que je fais, et le moment où le général est au courant de ce qui se passe, et il a parfaitement compris ce qui se passe, c'est un véritable challenge. Enseignement qui a été tiré du Bataclan, rétex, il a été le suivant, il nous a sauvés le jour de l'attentat du Louvre. On a décidé de mettre en place des détachements de liaison à la préfecture de police de Paris, qui sont dans la salle où vous avez tous les écrans vidéo qui montrent ce qui se passe partout à Paris. Donc vous avez, le jour où on avait l'attentat du Louvre, j'ai appris de notre officier de liaison à la préfecture de police de Paris qu'il avait vu sur l'écran une ouverture du feu des soldats sentinelles. 1 minute après l'incident. J'ai appelé le chef de corps, je lui ai dit, vous êtes au courant de ce qui se passe chez vous? Il me dit, pas du tout. Je dis, renseignez-vous, ouverture du feu d'une de vos patrouilles. Voilà. Donc premier rétex qui a été couronné de succès, j'ai bénéficié d'un lien direct avec la préfecture de police de Paris et son système de vidéo. Deuxième retour d'expérience, ça a été un traumatisme, vous l'imaginez, le Bataclan, bien sûr. Donc ils se sont dit, pétard, on sera pas 2 fois. Donc ils ont fait une procédure de crise dont mon camarade s'était vanté, mais qui était une usine à gaz. Plus jamais ça. Donc on va faire ceinture, bretelles, on va mettre des trucs. On a créé un outil gigantesque avec, je vous dis, des PowerPoint avec des liens qui pointaient vers des ressources qui étaient archivées. Et 2 ans plus tard, les liens pointaient plus vers rien du tout. Les archives avaient été changées, modifiées, corrigées. On a voulu trop bien faire. Donc la procédure de crise, elle doit être simple. Plus elle est compliquée, moins le jour de la crise vous serez pertinent, vous serez efficace. Et troisième volet d'enseignement, ce qui s'est passé, alors pourquoi finalement cette procédure existait, pourquoi on l'a oubliée? Parce qu'il faut une vraie persévérance dans la préparation de la crise. Parce que votre quotidien, ce n'est pas la crise. Le quotidien de l'état-major à Paris, c'est les PowerPoint pour le général, c'est les comptes rendus pour l'état-major à Paris, pour le chef d'état-major des armées, c'est du reporting. Le colonel qui prend la mission à Sentinelle, il va être félicité si au bout de 2 mois, il a fait des beaux PowerPoint, il a bien rendu compte, c'était clair, des belles analyses, des belles synthèses. Et c'est ça qu'on lui demande essentiellement, parce qu'on a oublié la crise. Au jour le jour, on ne gère pas la crise et on finit par l'oublier. Ce n'est plus la priorité. On ne s'entraîne plus, on oublie. Et donc je reviens sur ce que disait monsieur et je le complète, il a tout à fait raison. La crise, c'est quoi les 4 principes? C'est peut-être le plus important de ce qu'on va dire cet après-midi. Gestion de crise, c'est organisé. Il y a des mementos là-dessus que vous connaissez sans doute. Première étape, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que parfois, c'est arrivé, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, juste à réagir. Parfois, c'est compliqué ce qui se passe. Première étape, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Et pour ça, on a besoin d'être branché sur le terrain, branché sur là où ça se passe. Et donc, dans les organisations, parfois, il y a plusieurs strates, comme je le disais, et le directeur général tout en haut, il a besoin qu'on lui explique. Et pour ça, il faut des capteurs. Il faut des gens qui sont capables d'expliquer ce qui se passe, qui ont été entraînés à ça, formés à ça, comprendre. Comprendre pour ensuite décider. Voilà, j'ai compris ce qui se passe. Et il y a un chef qui doit être capable de décider, OK, maintenant, on va faire ça. Donc, la capacité de décision, vous le savez comme moi, ce n'est pas toujours simple. Parfois, il faut 3 signataires, 10 signatures pour avoir une décision. Il faut qu'un chef prenne très vite la décision parce qu'il faut décider vite. On est en gestion de crise. Troisième étape, une fois qu'on a décidé, il faut agir. Et là, on rentre dans la procédure, dans l'entraînement, dans le savoir-faire. Et puis, quatrième étape, ça a été dit, communiquer. Dès qu'il y a crise, il va falloir qu'on communique. Parce que ça va attirer les médias, ça va attirer l'intérêt des agences, ça va attirer l'intérêt des partenaires, des prestataires. On va vouloir savoir ce qui s'est passé. Et parfois, ça a été mon cas, finalement, la communication va être finalement l'action principale que vous allez devoir mener. Parce que finalement, l'action aura été limitée dans le temps, elle sera terminée quasiment. Vous n'aurez pas grand-chose à faire, sinon communiquer. Le général qui commandait Sentinelle à Paris, gouverneur militaire de Paris,
2 heures après l'attentat, il était sur le trottoir, à côté du préfet de police de Paris. Il disait, mesdames et messieurs les journalistes, il y a légitime défense. Les soldats ont été agressés. Ils ont répondu conformément au droit, conformément à la loi, comme pourra vous le confirmer le préfet de police. Et finalement, ça a été notre action principale. Dire aux médias, ouverture du feu, il y a un blessé qui est à l'hôpital, mais c'est un terroriste. On a répondu en légitime défense et on communique là-dessus. Toute la journée, ça a tourné sur les plateaux. On a envoyé des militaires partout, à BFM et compagnie, pour expliquer que c'était de la légitime défense, qu'on avait suivi les règles d'action légitime de Sentinelle. Voilà. Et donc, si je devais tirer 3 enseignements qui fait que pour nous, ça s'est bien passé, parce que je vous dis que, en fait, l'action a duré quelques secondes. Le terroriste, un coup de machette. Alors, ils n'ont pas tiré tout de suite. Ils ont mis en joue l'individu. Ils l'ont sommé de poser la machette. Il a agressé un des soldats, un coup de machette sur un des soldats. Et à ce moment seulement l'ouverture du feu, d'où la légitime défense. Et donc ça a duré quelques secondes. Et après toute la journée, vous imaginez bien que toute la journée, on a été en ébullition pour gérer ça dans toutes les dimensions d'une crise. Alors si je devais tirer 3 conclusions, il faut une procédure claire. Comment je fais pour gérer la crise? Et cette procédure, elle va être claire. Vous avez fait un travail de réflexion, comme ça a été dit, qui va finalement faire l'inventaire de tout ce qui peut arriver. S'il arrive ça, voilà comment je réagis. S'il arrive ça, et donc avec des arbres de et si, avec toujours derrière un et si, une action qui est déjà planifiée à l'avance. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réfléchir. En crise, on ne réfléchit pas. On applique la procédure qu'on a apprise et sur laquelle on s'est entraîné et qui est devenue un acte réflexe. Donc une procédure simple, si elle est trop compliquée, je vous l'ai dit tout à l'heure, on revient à ce qui s'est passé après le Bataclan, elle va être trop compliquée. On ne va pas la comprendre, on va mal s'entraîner, et le jour de la crise, on va se planter. Efficace, parce qu'il faut qu'elle réponde à la gestion de crise, mais simple. Après, le deuxième point, et c'est pour moi l'essentiel, c'est l'entraînement. Pendant les quelques semaines qui ont précédé la crise, pendant ma prise de responsabilité au CO du Sentinelle, on a écrit une procédure, on l'a filé à tout le monde, on a fait des restitutions papier, QCM, est-ce que vous avez bien compris la procédure? Après, on a commencé à jouer avec, on a fait des exercices. Et une fois par semaine, avec le bureau d'animation, ce qu'on appelle le B7, c'est-à-dire ceux qui créent les exercices, une fois par semaine, on faisait un exercice de crise pendant 1 heure. Procédure de crise, bam, on leur a présenté une situation tactique, attentat, machin, et pendant 1 heure, ils débourraient le début des procédures, qui est le plus dur, il faut lancer la réaction. Et donc, quand il est arrivé la vraie crise, je me suis dit, bon sang, j'ai pris le micro, procédure de crise, comme on le faisait chaque semaine depuis 2 mois. Et comme je vous le disais, alors que c'était la panique, d'un seul coup, le silence est tombé dans le CO. Tout le monde s'est dit, allez où ma fiche de tâche? Ah oui, en crise, je ne suis plus à ce poste-là, je ne suis plus en train de gérer la logistique des chambres des soldats. En procédure de crise, je suis celui qui va appeler les secours, gérer les blessés. Et donc, il change d'ordinateur, il change de fiche de tâche, et il s'est entraîné à ça. Donc, l'entraînement. Et pour finir, le dernier enseignement que je tirerai, qui revient un peu à ce qui s'est passé après le Bataclan, c'est la constance, la volonté de la direction. On avait oublié la crise, parce que l'effort principal du CO, c'était autre chose, comme je vous l'ai dit. Donc la crise, elle doit être dans nos têtes, dans la tête du directeur sûreté tous les jours, du directeur le plus souvent possible, parce qu'elle nécessite des efforts, il faut s'entraîner, des moyens. Et si voilà, on n'est pas toujours en train de se remettre au travail, le jour de la crise, on ne sera pas prêt. Voilà, grosso modo, là, en improvisant un peu, vous l'avez compris, comment oui. je retire. Merci beaucoup pour ce témoignage. Il faut quand même dire que toute cette organisation dont vous nous avez parlé s'applique à l'armée et que c'est peut-être quelquefois difficile de l'appliquer en entreprise. Alors oui et non, parce que les grands principes que je viens d'évoquer... Oui, les grands principes, bien sûr, mais toute la logistique dont vous nous avez parlé, oui, peut-être. Oui, mais surtout pour les cyberattaques, PCA-PRA, boum, demain, vous avez un ransomware, vous n'avez plus accès à vos... Voilà, il faut aller très vite, il ne faut pas réfléchir, et tous ces principes-là peuvent être mis en œuvre.
Alors Nicolas Dubuisson, à votre échelle, à l'échelle de votre crise, quels sont les enseignements, rapidement, parce qu'on arrive bientôt au bout de la conférence, quels sont les enseignements que vous avez tirés? Alors oui, comme vous venez de le dire, une crise cyber, hein, même s'il y a des points communs, on va dire, sur tout type de crise, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces étapes de constat, de comprendre ce qui s'est passé. Voilà, et on met en place tout un tas d'actions justement qui va permettre derrière de gérer la crise et surtout de sortir de la crise. Aujourd'hui, une crise cyber, même si une crise cyber est spécifique au milieu de l'informatique, pour moi, elle s'apparente à n'importe quelle crise. Ça peut être un incendie, ça peut être un feu, voilà, une inondation ou autre. C'est vraiment toutes les étapes que vous avez citées, elles peuvent s'appliquer de la même manière. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des particularités sur la cyber, puisque on est vraiment sur un acte de malveillance informatique et il faut que dans la phase de comprendre, parfois ça peut prendre un peu plus de temps, puisqu'il faut qu'on sache et qu'on comprenne jusqu'où sont allés jusqu'où est allé l'acte malveillant et à quel degré le système d'information est touché. Quand on est sur des petites structures, comme le retour d'expérience que je vous ai cité, ça peut aller très vite, c'est assez simple. Quand on est sur des infrastructures à grande échelle, voilà, il faut voir si les réseaux étaient bien cloisonnés, si l'attaque a réussi à passer sur X réseaux, et justement d'arriver à isoler ce qui est infecté. Un petit peu comme un chirurgien, on va dire, hein, dans la médecine, on va chercher à savoir ce qui est infecté, l'isoler, et ensuite faire la procédure de curatif, et qui va être de repartir ou de reconstruire et de repartir sur des bases saines. Et donc du coup là vient un petit peu le produit qu'on a, nous, on est vraiment dans ce cadre-là. Comme on dit souvent, nous on fournit, puisqu'on fournit la sauvegarde en mode déconnecté, on fournit la première brique du plan de reprise d'activité. C'est-à-dire nous on peut pas rédiger le plan de reprise d'activité pour chaque entreprise, puisque derrière, dans le plan de reprise d'activité, il y a de la mobilisation de personnes au sein de l'entreprise, et ça, c'est quelque chose qui doit être géré au sein de l'entreprise. Nous, on est prestataire pour l'entreprise, et donc du coup, nous, on lui fournit la première brique, et la première brique, c'est quoi? C'est de dire, au moins, vos données, elles sont en sécurité dans notre coffre, et elles vous permettront de relancer votre activité. Merci. Alexandre Fous, est-ce que le retour d'expérience, n'est pas justement l'occasion de ressouder les équipes autour des valeurs de l'entreprise, et que justement c'est l'occasion de voir ce qui s'est passé, et puis que les gens dialoguent entre eux et se retrouvent sur certaines valeurs? Je dirais que dans un certain cas de figure, j'ai plutôt vu des équipes qui ont fui le retour d'expérience, voilà, pour différentes raisons, hein. Il y avait des fautifs qui ont été montrés du doigt, peut-être aussi. Oui, mais c'est le propre, justement, c'est que la notion de crise ne veut pas dire qu'on est dépassé. Et c'est ça aussi qui est difficile, et c'est pas parce qu'on n'a pas pu mettre en place les bons moyens ou raisonner ou décider de la bonne manière que pour autant on a failli. C'est l'une des réflexions, ce que disait tout à l'heure Pierre, choisir, c'est aussi exclure. Un décideur à un moment fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut, et puis aller à Jacques Test, il prend une décision en âme et conscience. Venir derrière expliciter qu'il n'a pas bien fait, bon, c'est globalement un peu facile. Donc sur ces aimants-là, je dirais que le retour d'expérience, encore une fois, doit être autour d'axes prioritaires de réflexion, au moins pour pouvoir structurer la totalité, une réponse cohérente. Et à chaque fois, il y a toujours les mêmes choses qui ressortent. Premier sujet, c'est que les outils de crise ne fonctionnent jamais. C'est-à-dire qu'utiliser des outils uniquement en crise, c'est une mauvaise idée. Les outils du tout quotidien c'est comme ça qu'on inscrit de la résilience, doivent devenir les outils également de crise. On se rend compte que les plateformes dédiées à ça, la majorité des utilisateurs ne savent pas les utiliser une fois qu'il faut l'utiliser. Donc ça, c'est une problématique. Second sujet, et ça, c'est aussi une chose qu'il faut mettre en considération, les dirigeants ne doivent pas faire partie tout de suite du retour d'expérience pour plusieurs raisons. La première, parce qu'une grande partie des dirigeants qui sont plutôt orientés, on va dire, des animaux sans froid, certes, donc dans une logique de calcul, sont souvent inaptes à la crise.
Hein, très clairement, c'est un mode de fonctionnement. Hein, ça fait appel globalement et physiologiquement à d'autres parties du cerveau. Ça, c'est une réalité. Et la troisième, c'est que le terrain décide. C'est-à-dire qu'il y a une tendance aujourd'hui, en mode Superman, super-héros, de croire que le décideur peut être les yeux, les oreilles et être au plus proche du terrain. La réalité, c'est que le militaire de Sentinelle a pris en âme et conscience sa décision. S'il avait eu trop de procédures derrière lui, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, concrètement, sa famille irait plutôt le voir à un autre endroit. Donc, partant de ces principes-là, c'est là où il faut réfléchir sur ce retour d'expérience et considérer encore une fois que cette approche est une mécanique intellectuelle particulière qui doit être faite finalement sans compromis, avec une logique, c'est que la notion de sanction doit être au cœur de la sujet, mais la sanction dans son cœur le plus étymologique, à savoir les succès, sanctionner les échecs, les succès, et être plutôt une refonte de l'organisation, et parfois, et ça arrive même souvent, de se dire on n'aurait pas pu faire mieux. Et donc c'est à partir de ces moments-là, finalement, ce retour d'expérience doit être aussi en capacité de valoriser ce genre d'éléments. Voilà. Merci Pierre. Un dernier mot de conclusion? Je pense que le dernier mot de conclusion, c'est le mot résilience. Et la crise Covid nous a montré que nous étions capables de cette résilience individuelle, collective, face à une situation que l'on n'imaginait pas. En fait, on a appris à se laver les mains. C'est con, mais c'est comme ça. On a déjà oublié, pour la plupart. On a appris à mettre un masque, à le garder lors des longs transports. Bref, on a appris à se protéger de l'autre et à se protéger soi-même. Et ça, c'est un élément extrêmement intéressant à voir comment ça peut survivre dans le futur. Je pense que si on se retrouvait dans une situation identique, les réflexes reviendraient très vite. Et c'est ça, le meilleur retour d'expérience. Merci à tous les quatre. Merci pour cette improvisation réussie.